au nom du comité directeur du district de Provence d'avoir pris un peu de ton temps qui, je sais en ce moment, et tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi tu as un timing très serré. Ça nous fait très plaisir que tu participes à cette rencontre. C'est le deuxième numéro, puisqu'on a eu le premier numéro, Steven Fortes, qui est le défenseur du RC Lens, et c'est un défenseur. On a un deuxième défenseur. On ne va pas faire l'injure de te présenter parce que tu es connu hors des frontières françaises. Hors de Marseille. On connaît ton palmarès. On te remercie et je vais passer la parole à notre charmante journaliste Margot Crine qui va commencer à défiler les questions par les internautes. Voilà, je te remercie encore Basile et on reparlera à la fin. Allez Margot, c'est à toi. Donc, bonjour à toutes et tous, bonjour à Basile. Bonjour Margot. Nous allons je vais vous donner la parole chacun votre tour. Donc d'abord, on va commencer par Alexandre Pastor, s'il vous plaît. Oui. Alex. Bonsoir. Ouais. Oh Barbuchette, comment c'est? Bon ben, enchanté, je suis très heureux de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous vois, donc c'est un plaisir. Alors, la question, alors, elle est un peu longue, hein, mais bon, voilà. Alors, quelle trace pensez-vous avoir laissée dans le football marseillais et français? Et êtes-vous conscient de l'impact que vous avez eu sur les générations de supporters marseillais? Parce que, alors, personnellement, moi, j'étais pas né, par exemple, en 93, mais j'ai vu, revu, réentendu tous vos buts, tous vos faits d'armes en défense par mon père. Et voilà. Elle n'est pas trop longue, mais elle est sympa. En fait, moi, je suis arrivé à Marseille en 89. Je suis arrivé à Marseille, mais bien avant ça, j'ai fait quand même 9 saisons à Auxerre, où j'ai débuté ma carrière jusqu'à arriver à l'OM en 89. À Auxerre, j'étais encadré par Guiraud, qui était pour moi un éducateur, en même temps un père, parce que j'ai vécu des moments exceptionnels avec lui. Et j'avais des difficultés, pas seulement dans le foot, mais j'étais un bègue à 95%, ça veut dire que je ne parlais pas très bien. Et donc, à force de lire et surtout à force de jouer avec mon inspiration et ce qui se passe aussi dans le foot, c'est-à-dire la même éducation qu'il m'a donnée pour le foot, il a traduit pour que je puisse être à l'aise en m'exprimant. Et ce que j'ai laissé, je pense, premièrement, ça a été mes 15 premiers jours à Marseille, c'est-à-dire les 2 matchs qui ont suivi, Nice et Sochaux. Je pense qu'au départ, je n'étais pas très bien aimé par les supporters marseillais parce que j'étais très, très dur avec l'enfant chéri Jean-Pierre Papin. Et quand je suis arrivé, les supporters marseillais ont compris que je mettais le cœur sur le terrain. Et je pense que c'est surtout ce côté-là qui a plu au public marseillais. Et puis après, il y a eu l'épopée de la première Coupe d'Europe, celle de Bari, et où, évidemment, on avait fait une saison exceptionnelle avec 82 matchs dans les pattes et 98% gagnés. Imaginez-vous qu'on perd l'avant-dernier match à Paris, ce qui m'a touché au fond de moi-même. Et j'ai pleuré parce que j'avais mes parents, pour une fois, sur le terrain, dans les tribunes qui venaient me voir. Je rêvais à une conclusion exceptionnelle. Et voilà, on a perdu. Il y a eu une autre Coupe d'Europe qui est celle de Munich. Celle-là, on l'a gagnée. Alors, tout de suite, je suis arrivé devant les supporters en les disant que je ne pleurais plus et que ça y est, on avait notre coupe. Après, 3 jours après, il y a eu le match qui allait nous faire champion de France, celle du Paris Saint-Germain, où évidemment, je marque un but des 20 mètres de la tête, ce qui est resté dans la tête des Marseillais, surtout contre Paris.
Et je pense qu'à Marseille, du premier match contre Nice jusqu'au dernier match, les Marseillais ont compris le genre de joueur que j'étais. Je n'étais pas super beau à avoir joué, mais j'avais la hargne et la volonté de toujours gagner, quoi. Voilà. Merci, Basile. Merci. Je vais laisser la parole à Lucie Philippotto. Bonsoir Basile. Salut. C'est quel a été le but qui vous a le plus marqué? Bon, évidemment, je ne vais pas mentir. Je vais dire le but qui m'a le plus marqué, c'est celui de Munich. Mais en même temps, celui 3 jours après était pas mal non plus. Et celui-là, j'avais l'impression que je marchais sur l'eau. Et en même temps, c'était une délivrance. C'était une délivrance pour le peuple marseillais. Excusez-moi si je dis le peuple marseillais. Je ne veux pas de distinction avec la France, mais parce que c'est chez nous, quoi. Et parce qu'on a une autre philosophie du foot, c'est la passion, c'est l'amour de ce maillot. Et donc, ce but de Munich m'a marqué, mais j'ai un faible pour celui de 3 jours après contre Paris Saint-Germain. Merci. C'est au tour de Maëva Parigouin. Bonsoir Basile. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quelle est l'ambiance qui t'a marqué le plus en tant que joueur et en tant qu'ambassadeur du club. Ouais, l'ambiance qui m'a marqué le plus, c'est le match contre le Milan AC. Le match où Chris marque de son pied droit. Parce que ce match-là, on était en face de la plus grande équipe d'Europe. Il fallait le changement d'arme, le fait d'arme était très important. Il fallait marquer notre territoire parce qu'on avait aussi une équipe pas mal. Et ce jour-là, je pensais vraiment que le stade Vélodrome allait s'écouler. Je pensais vraiment que… Mon papa était présent, ouais. Voilà. Il était au Donc, stade. c'était quelque chose de magique, mais vraiment de magique. Encore, on en parle avec Chris Waddle de ce match-là. Et bien avant ça, on est resté avant le match, on est resté dans sa chambre pour aller prendre… après la collation de 17h, je ne voulais pas aller dans ma chambre, je voulais juste rester un peu avec lui. On est resté dans sa chambre avec la photo et le palmarès de tous ces joueurs du Milan AC. Et on s'est regardé, on s'est dit… si on a envie de gagner, même si c'est la plus grande équipe du monde, nous, on va gagner. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et bisous à ton papa. Oui, il sera content, merci. Lucie, c'est encore à ton tour pour la deuxième question. Ma deuxième question, c'est quelle a été votre relation avec Bernard Tapie? Je l'ai eu la semaine dernière. Moi, je suis très fidèle aux personnes qui m'ont entouré, les personnes qui m'ont donné la possibilité de pouvoir vivre le métier que j'ai vécu et jusqu'où je suis allé. Dans la situation où il est en ce moment, il a besoin d'amour. Donc, je vais te montrer quelque chose. Attends, bouge pas. Je vais te montrer quelque chose. Ouais, je te montre un truc parce que tu m'as posé la question. Je vais te montrer les messages qu'on s'envoie. Tu comprendras que il y a maintenant, on est… Attends, je vais marquer Bernard Tapie. Je ne sais pas si tu vas voir. Hein. Regarde en bas. Attends, pauvre dit. Oh, non, on ne voit pas très bien. Non, il y a le contre-jour. Ok. Donc, on se lance des bisous, des je t'aime et je lui dis de tenir le coup et qu'il pense à moi. Donc, il m'envoie « Oh, je t'aime mon Basilou, pas ». Et des fois, sa femme me dit « Basilou, il faut que tu l'appelles dans des moments où il est où il n'a pas le moral. » Et je l'appelle. C'est sa femme qui me dit de l'appeler quand il faut, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai des questions. J'ai une très forte
relation avec lui. Merci. C'est au tour de Christine Dinoa. Je crois qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ok, c'est pas grave. Bon, on va Ils sautent enchaîner. les deux. On enchaîne. Du coup, Esteban, si tu peux poser ta question. Esteban. Bonjour, Salut Esteban, comment ça va? ça va très bien et vous? Ouais, quel âge tu as? J'ai 13 ans. Ah, beau gosse Esteban. Hein? Merci. Dis-moi. Alors du coup, ma question c'est comment peut-on gérer son stress avant un match très important? Esteban, moi je suis un bouillant. J'ai une préparation de match très atypique. Je suis pas le mec à aller papoter avec les adversaires, même si on joue ensemble en équipe de France. Je suis complètement dans mon match. Enfin, tout le monde sait que je suis même contre mon frère Roger qui jouait à Lens à l'époque, quand j'allais là-bas, ben, on se faisait la bise avant et puis après c'était fini quoi. J'étais dans mon match, il savait que bon, j'étais dans mon match. Comment gérer mon stress? Je suis concentré mais décontracté. Donc j'essaie de penser à mes frères et sœurs et à ce que je dois faire sur le terrain, me redonner le plus de simplicité dans mes gestes et surtout ne pas laisser marquer l'avant-centre que je vais marquer. Donc le stress pour un mec comme moi qui a toujours envie de gagner, c'est très très difficile. Ma femme et mes enfants savent que il y a le match de l'OM et des fois il y a le match d'Auxerre. Donc il faut me laisser tranquille dans une chambre et je le gère tout seul. Voilà. Esteban, 13 ans. Ok. Du coup Est-ce qu'il il reprendra la parole plus tard. Ouais, on va parler. Je suis là pour 1 heure. Hein. On peut faire les choses. Hein. Ouais, c'est bon. On a prévu 1 heure ou peut-être un peu moins. Il n'y a pas de souci, Basile. Non, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, j'ai une question. Quelle est la première chose ou personne à qui vous avez pensé quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final en 93? Vous savez, il y a un truc exceptionnel quand même. C'est à ma maman. Ouais, c'est à ma maman parce que c'est une force terrible hein, dans des situations où tu as des soucis ou des situations aussi extrêmes. Il y a le cordon ombilical qui vient dire qu'il était là avant, quoi. Voilà. Et on pense toujours à sa maman. Et j'en ai parlé avec Zidane. C'était pareil. Il m'a dit, je marque le premier but, j'ai pensé à ma mère. Tout de suite, c'est l'image de la maman qu'on voit, quoi. Et je pense que c'est le lien qui nous attache à bon, bien sûr, on peut penser à papa, mais c'est toujours maman, quoi. Merci. Baha Moumene, pardon. Les deux questions, vous pouvez les poser. Le micro, vous avez coupé le micro. Qui va couper le micro? Vous m'entendez? Ouais. Voilà. Bonsoir, monsieur Basile Boli. Salut. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a permis d'arriver au haut niveau? Ce qui m'a permis d'arriver au haut niveau, premièrement, c'est premièrement la volonté. Moi, je n'avais pas choisi le foot. Hein. Je suis arrivé en stage à Auxerre, je me rappelle. J'avais l'âge d'Esteban. J'ai fait mon stage et puis après, je suis retourné. J'ai fait un autre stage aussi à Nantes. Mais tellement j'étais maigre, ils m'ont pas pris. Donc, à Auxerre, je n'ai pas fait un super stage, mais j'avais montré la volonté à Giroud. Donc, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu vas rester ici. Et ce n'était pas moi qui devait signer à Auxerre, c'était Roger, c'était mon frère. Et puis l'année d'après, je suis arrivé à Auxerre avec la génération Cantona, Prunier, Charbonnier, mon frère et quelques autres joueurs. C'est l'envie, premièrement, et la concentration
et la discipline. Voilà, la discipline d'avoir écouté un éducateur qui connaissait mes qualités et qui savait où est-ce que je pouvais arriver. Donc, à partir de là, j'ai respecté toutes les consignes jusqu'au bout. Esteban, il est où Esteban là? Il est parti? Il est là, il est là, il est là. Il vous écoute, il vous écoute. Voilà, il faut écouter les éducateurs, c'est très important. J'espère avoir répondu à ta question. Et tu dis à ton fils aussi hein, d'écouter les j'ai vu ton fils tout à l'heure, là, à côté de toi. Oui, Zachary, viens voir. Zachary, il faut écouter les éducateurs. Et c'est comme les parents, les éducateurs. Donc, il faut que tu écoutes ton éducateur. C'est important, les entraîneurs. Les éducateurs. D'accord. Voilà. Et il dit OK. Moi aussi, je disais OK. Après, je faisais le fou. Hein. Voilà. Et ma deuxième question, oui. Bon, quel est le meilleur moment de votre carrière? Le meilleur moment de ma carrière, évidemment, quand on essaie de gagner la Coupe d'Europe et qu'on la perd une fois et qu'on la gagne la deuxième fois, c'est le plus grand moment de ma carrière, quoi. Voilà. Et j'avais jamais été champion avec Auxerre. Et la première fois où j'ai été champion, c'était à Marseille. Et là, je peux vous dire que j'étais vraiment, vraiment heureux de dire, oh, moi, au moins, je peux dire que j'ai été champion. Ben, les 5 ans à Marseille m'ont fait comprendre que je n'avais pas travaillé pour rien pendant ces 10 dernières années, quoi. À 7 heures, c'est fini. C'est beaucoup. Ouais, sans prix. C'est au tour de Johan Picamiglio. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Basile. Alors moi j'ai de très bons souvenirs parce que j'avais à l'époque 18 ans et j'avais fait le déplacement à Munich. Donc cette tête, tous les jours je me la revisualise. Et après également contre le PSG 3 jours plus tard. Et je dois dire que depuis, j'ai pas souvenir d'avoir revu un but de la tête marqué des 20 mètres. Donc je pense que c'était unique dans les annales et encore bravo. Alors moi j'ai des questions par rapport à vos éducateurs, à vos entraîneurs que vous avez eus. Donc, pouvez-vous nous parler des différents entraîneurs que vous avez eus dans votre carrière? Tout d'abord, celui qui vous a le plus impressionné par ses compétences de technicien. Ensuite, celui qui vous a le plus marqué par ses qualités humaines. Et enfin, dernière question par rapport à Giroud. Si vous pouvez nous définir Giroud en 3 mots. Voilà. Alors, Basile, juste Basile, pour prendre la parole, je t'explique. Monsieur Picamiglio est le président de l'amicale des éducateurs. J'ai noté. Ah, tu as noté. Ouais, j'ai regardé derrière lui et j'ai noté. Ça va. Voilà. Les éducateurs sont… Pourquoi aujourd'hui je me bats pour que le foot amateur soit mis au… c'est très important parce que quel que soit qui on est, quand on arrive au haut niveau, là, on se souvient toujours de son premier éducateur. On se souvient toujours des bénévoles qu'il y avait autour. On se souvient toujours de ses amis avec qui on a commencé le foot. Je pense que les éducateurs ont un rôle très important. Les éducateurs ont gagné aussi la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et tout ça. Si on a gagné, si on a des titres aujourd'hui, c'est grâce aussi aux éducateurs. Parce que tous ces gamins, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain comme ça en première division ou en équipe de France. Il y a eu des éducateurs. Donc, celui qui m'a marqué, évidemment, c'était Giroud. Parce que quand mon père m'a lâché à Auxerre, il m'a regardé dans les yeux. Je savais que j'allais être coupé de mon enfance, quoi. Et puis, sur le thème tactique, je pense que Giroud avait des préférences du marquage individuel. Et comme je rentrais complètement dans le style, c'est-à-dire qu'avec ma volonté, ma hargne, on pouvait me mettre un avant-centre que j'allais marquer pendant 90 minutes et essayer de l'empêcher de marquer, l'empêcher de jouer. Et sur le plan humain, évidemment, il m'a appris à guérir mon bégaiement en m'inscrivant à France Loisirs qui m'envoyait 3 livres tout le temps et je lisais à haute voix en respectant les virgules, ce qui m'a permis aujourd'hui à savoir avoir la respiration qui me permet de parler et m'exprimer correctement. Après, il y a eu des influences comme Goethals, c'est des entraîneurs qui sont chevronnés en même temps, qui ont un sens tactique
de haut niveau parce qu'ils ont un vécu derrière. Et Goethals m'a apporté une certaine confiance et une certaine force dans mes qualités et surtout dans mon apport de jeu de tête. Parce qu'au début, je ne sautais pas très, très bien. Et il m'a appris il m'a dit, tu as un coup, tu as une force quand tu frappes, donc il faut que tu sois toujours au deuxième poteau. Je n'ai pas besoin de toi au premier poteau. Et donc, tous les balles qui arrivaient au deuxième poteau, je rentrais. Et au fur et à mesure, ma première année à Marseille, j'ai marqué 14 buts. Bon, j'ai marqué pas tous de la tête, mais majoritairement de la tête. Et l'éducateur est pour moi, j'ai un faible avec les éducateurs parce que ils ont un métier difficile et un métier pédagogique et un métier avec les rapports humains avec les enfants. Et on est tous pères de famille, on sait ce que c'est. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. Et moi, j'ai eu la chance. Il y a aussi l'éducateur, quand il sent quelque chose, que cet enfant est à l'écoute et cet enfant peut aller au bout. Peut-être qu'il aura quelques difficultés parce qu'il faut penser quand même que on n'est pas tous amenés à être joueurs professionnels. Hein. Quand on a 1000 enfants, il y en a un qui réussit, quoi. Vous imaginez le nombre de gosses qu'il faut apprendre, qu'il faut apprendre la pédagogie, qu'il faut avoir des rapports très humains avec lui. Voilà. Merci. Et par rapport à Giroud, en 3 mots, comment le définir? Giroud, je ne vais pas dire, en 3 mots, je vais dire déjà papa. Deuxièmement, sévère, mais très, très sévère. Et puis, humain. Il est très humain. Voilà. C'est les 3 mots. Merci. Donc ensuite, on a Jérôme Guiton et Nicolas Piperoglou qui ont posé la même question. Donc si un des deux veut bien poser la question. Rebondir dessus, il n'y a pas de problème. Nicolas? Oui. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Nicolas n'est pas connecté, je crois. Il n'est pas connecté? C'est pas grave. Jérôme. Jérôme? Oui. Bonsoir, Basile. Ah, Jérôme, je pense qu'on fait le même poids, toi et moi. On aime beaucoup la cuisine. Hein. Oui, c'est clair. Dis-moi alors. On pourra faire un petit resto. Hein. Ah avec plaisir. Déjà, pardon, tu fais la cuisine ou pas? Tu sais faire la cuisine? Oui. Un peu. Moi, je suis un spécialiste un petit peu, ouais. du poulet à l'africaine bien pimenté, là. Trop bon. Ah, alors, ça sera un plaisir. Ok, allez, vas-y. C'est un honneur de pouvoir vous parler, Basile, déjà. Ouais. Et avec votre mentalité de gagnant, comment ça se fait que vous n'êtes pas devenu entraîneur ou serait-ce éducateur? Ouais, je ne suis pas devenu entraîneur parce que ce n'était pas un métier qui me plaisait. C'est-à-dire, me plaisait dans le sens où je fais des conférences, bien sûr, je fais des conférences où il y a 2000, 3000 personnes. Je fais des conférences avec la fondation aussi dans les écoles, etc. J'aime bien ce rapport avec les enfants. Je sens les yeux, etc. Mais je ne veux pas qu'on me quitte, quoi. C'est-à-dire, on ne me quitte pas, moi. Le gamin, tu vas le prendre à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il va partir. Et moi, c'est... Ah ouais, c'est une déchirure, quoi. Même s'il va réussir et tout, mais moi, je suis trop... j'en parlais c'est pas émotif, c'est... Je suis difficile à faire la part des choses des fois dans des situations. C'est-à-dire quand je vis avec quelqu'un ou je vis avec un ensemble de personnes, filles ou garçons, je couvre jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas dormi hier, par exemple, ça c'est mon affaire à moi. J'ai un copain qui vit à Los Angeles qui a eu un problème du Covid. Et quand il est sorti, je suis resté
4h30 au téléphone avec lui. Qu'est-ce qu'on va se dire en 4h30? Imaginez-vous. On rencontre que des conneries, on parle de... donc, je suis resté avec lui. J'ai eu l'impression de lui donner de l'amour et je l'ai presque vacciné quoi, contre le Covid. Donc, après là, il se sentait mieux. Et il est à 12 000 km de moi, mais voilà, quoi, on ne s'est pas vu depuis 3-4 ans. Et le fait qu'il soit dans un lit et que moi, je sois en pleine forme et que j'ai envie de lui transmettre cette volonté de pouvoir guérir le plus tôt possible. Et voilà, entraîneur, c'était pas quelque chose qui me plaisait, quoi, en gros. Voilà, c'est tout. Vous avez le contact avec les joueurs? Ouais, le contact avec les joueurs, par exemple, quand j'étais coordinateur sportif à côté de Passy, j'avais pas besoin de parler vraiment avec un joueur pour lui dire. Des fois, vous savez, la nouvelle génération, dans les vestiaires, ils se mettent là, ils mettent la musique, ok, d'accord, tac, tac, tac. Et puis, le match commence, à la mi-temps, ils sont encore en train de déconner avec un adversaire. Moi, je ne sais pas faire ça, moi. Je lui dis, oh, le maillot, ça se respecte. Donc, après la guerre, on peut rigoler. Mais là, bien sûr, ils vont dire c'est un match de foot, mais là, il faut qu'on gagne et puis après, on peut rigoler. Donc, la mentalité de gagneur, tu peux l'avoir, mais après, il y a une façon de pouvoir rassembler tout le monde sur un objectif commun. Peut-être que moi, dans ma façon de rassembler, j'ai trop de sentiments dedans, quoi. Voilà. Okay. Merci, Vasile. Je t'en prie, Jérôme. Du coup, Emma, oublie pas le poulet quand même. Du coup, c'est au tour de Emma. Bah, moi, c'est du foie gras, si tu veux. Oh putain, là, on est parti, là, c'est la mort. Emma. La première, c'était est-ce que vous avez une personne en particulier qui vous a inspiré dans votre carrière de footballeur, mais aussi dans votre après-carrière? Moi, je suis toujours resté avec des gens comme Giroud, par exemple. Je l'ai interdit de pouvoir sortir parce qu'il a 82 ans et je veux pas qu'il sorte. C'est moi qui l'engueule maintenant. Il m'a inspiré parce que il n'est pas c'est un éducateur. Il n'a pas fait une grosse carrière de footballeur, mais il avait une idée bien définie, c'est de créer un centre de formation où il allait prendre les 16 meilleurs à son goût et faire une équipe de jeunes, les amener à comprendre le métier de footballeur et à gagner des titres dans leur catégorie. Et puis, si jamais ils sont en première division ou en équipe de France, rester avec ces gammes qu'il a instauré quand on était au centre de formation. Il y a lui qui m'a inspiré, par exemple, et voilà, j'ai pas de modèle si c'est pas... Je vais vous raconter une histoire. Tiens, m'a donné... Je vais vous raconter une histoire, c'est que j'étais fan de Marius Trésor. Je jouais les chaussettes baissées et j'ai mis le poster de Marius Trésor dans ma chambre et je me voyais Marius Trésor tout le temps. Mais Marius Trésor était plus fort que moi parce qu'il était plus technique et il n'avait pas la niaque que j'avais en fait. Et donc je me suis inspiré un peu de lui dans son style, mais avec une niaque en plus, quoi. Voilà. D'accord. Et après aussi, je voulais savoir comment vous avez préparé votre après-carrière et quel a été votre meilleur moment? Mon meilleur moment de mon après-carrière, c'est quand j'ai organisé un match à l'honneur de Marc-Vivien Fouet en 2003 à Lyon, parce que c'était la première fois que je voyais sur un terrain de foot quelqu'un qui est en train de jouer et il s'arrête, il meurt, quoi. Et ça m'avait tellement bouleversé que quand je suis rentré chez moi à minuit, j'ai appelé le président de la Ligue à l'époque qui était Frédéric Thierry. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il m'a dit OK.
Il m'a dit, il faut que tu cherches un stade et tout. Et puis, j'ai appelé Monsieur Aulas, qui n'était pas d'accord au départ de faire le match à Lyon. Mais j'ai forcé. Je pense que ça a été un des moments les plus superbes de mon après-carrière. Parce que j'avais monté ma boîte de marketing sportif et elle marchait très bien, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, sympa. Du coup, Aline et Christine Ginois, si vous voulez On y va. poser vos questions. Bonsoir, c'est bon? Bonsoir. Ça marche? Très bien. Bonsoir. Alina. Bonsoir, Monsieur Bolli. Comment ça va? C'est un honneur, c'est un honneur. Je suis la présidente de la jeunesse sportive des Pennes Mirabeau. Oh, c'est génial. Et tous les dimanches, je joue sur un stade qui porte votre nom. Ah, c'est D'ailleurs, on génial. vous attend bientôt à la Ah fin ouais. de tout ce confinement. Avec Ça plaisir. nous fait super Avec plaisir plaisir. de vous voir parmi nous. Alors moi, ma question était toute simple. À part le football, quelles sont vos passions? À part le football, moi, je suis un fanat de boxe parce que c'est un métier très difficile et c'est un sport vraiment qui demande beaucoup de force morale et une force physique aussi. Mais c'est tellement difficile. Un boxeur, c'est quoi? C'est aujourd'hui, bon, c'est un peu plus long, mais c'est 10 ans maximum de carrière. Et je suis un fou de boxe, voilà. Et puis le basket est arrivé parce que dans les années 90, il y a eu Michael Jordan et Chicago, mais moi je n'étais pas supporter de Chicago, j'étais supporter des Knicks. Donc à part le foot, il y a ça. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la musique. Ah oui. toutes sortes de musique, mais vraiment. Je suis Et la très- danse. Et la danse aussi. Et la danse un peu. Eh Et la oui. danse. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je suis un fou de musique anglo-saxo. Je suis vraiment de musique, de toutes les musiques, quoi, en gros. Merci beaucoup. Ouais, Alors, je vous en prie. Allez-y. j'avais maman aussi qui est ma secrétaire, devait vous poser une question également. Je vais la poser pour elle. Et je pense que tout le monde, ça fait quoi d'être l'idole des Marseillais? Oh, Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui. Aline, avant de venir à Marseille, quand j'étais tout petit, mon père, il me parlait déjà de Marseille. Parce que mon père est arrivé en 1943. Je n'étais même pas encore né à Marseille parce qu'il était tirailleur sénégalais. Voilà, c'était pendant la guerre. Et après, quand il nous parlait de sa France à lui, et il y avait toujours Marseille, 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 Marseille. Et vivre Marseille comme je vis aujourd'hui et avoir fait vibrer le public marseillais, c'est une vraie pensée pour lui. C'était promonitoire, quoi, en fait. C'était les choses de la vie, mais en même temps, je suis très heureux, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on va laisser la parole au fils de Hélène Berg qui a joué au JS des Pennes Mirabeau aussi. Ok. Bonjour, Monsieur Basile Bolli. Oh, ça va bien. Ça va. Alors, moi, ma question, c'est avec de l'entraînement et de la volonté, de la patience et de la détermination, quels conseils pouvez-vous donner pour arriver au professionnalisme? Ah, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'étages. Premièrement, faut aimer le foot. Aimer le foot, c'est important parce que le foot, c'est un sport où on vit en équipe. Et ça, socialement, c'est très important. Pour arriver à être pro, il faut se distinguer. Il faut se distinguer par ces qualités dont tu as parlé tout à l'heure. C'est l'envie, le respect d'autrui, travailler ses défauts, c'est-à-dire sa technique ou sa frappe de balle ou sa vitesse. Essayer d'avoir la moyenne en tout. C'est comme à l'école au foot, hein. Si tu fais, si tu es bon en jonglage, si tu es bon en accélération, etc.
Et ça, au fur et à mesure, et la confiance aussi. Il faut avoir confiance à toi. C'est-à-dire que quand tu arrives sur le terrain, tu te dis, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse parce que j'ai travaillé il y a 3-4 jours. Voilà, c'était bien. Donc là, je vais réussir. Et des fois, tu dis que tu vas réussir et tu passes complètement à côté. Il faut de l'abnégation. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir envie. Et puis un jour, Inch'Allah, tu vas y arriver. Ok, merci beaucoup. Ouais, c'est super. Allez, content de t'avoir eu. Esteban, tu peux poser ta deuxième question si tu veux. Ok. Du coup, enfant, avez-vous toujours souhaité jouer au poste de défenseur ou vous aimiez jouer à un autre poste? Parce que Esteban, comme je parlais pas beaucoup, donc on me mettait toujours derrière parce que je voulais pas participer au match que mes amis faisaient dans la cour. Donc j'étais en retrait. Donc comme il fallait un défenseur, on me disait allez, va jouer derrière. Donc je restais derrière pour empêcher les autres de marquer. Donc j'ai toujours été défenseur. C'était très rare que je jouais devant, défenseur, parce que j'avais toujours envie d'empêcher de marquer. Et ça m'est resté, quoi. Et toi, tu joues quelle place, toi, Esteban, au fait? Moi, je joue au milieu central. Milieu central? Bon, je suis sûr que tu vas descendre à droite. Tu es droitier? Non, je suis gaucher. Ah, tu es gaucher? Ah ben, tu vas descendre à gauche, alors. Ou tu vas être milieu gauche. Voilà. Et c'est quoi tes qualités? Je sais pas. Non, il n'ose pas. Ouais. Mais bon, regarde, discute avec ton éducateur. Tu lui dis qu'est-ce que je dois travailler le plus? S'il te dit c'est ta vitesse, ça veut dire que tu dois améliorer à l'entraînement, ou quand l'entraînement finit, tu te prends 2-3 minutes, tu vois ce que je veux dire? Tu mets 2-3 petits plots sur un côté et tu fais juste 5. C'est-à-dire pour te donner la possibilité, tu mets les plots à 5 mètres, et tu fais des fractionnés, quoi. Tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et tu fais ça pendant 10 minutes. Et tu vas travailler au fur et à mesure ta vitesse. La vitesse, c'est le départ, c'est toujours le départ, c'est l'anticipation, voilà. Là, tu travailles l'anticipation. Merci. C'est au tour de Francis Morin. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Basile. Je suis assez ému, c'est particulier pour moi ce soir, puisqu'on a un point commun. Alors, ce n'est pas notre carrière, hein, parce que malheureusement, je ne suis pas à votre niveau. C'est le 2 janvier. Alors, notre point commun, en quelques mots, c'est Jacques Duclos, Stalingrad. Oh putain! Ah, c'est beau ça! Ah là 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 là, ça, ouais, Jacques Duclos, super, Stalingrad, ouais, mais c'est mon enfance, quoi. Les années 80, voilà. Ouais, c'est mon enfance. On vient du même quartier. Ouais. Voilà, donc mon premier club a été aussi le CAR. Voilà, le CAR. J'ai eu ce petit bonheur en plus de vous voir en compagnie de Frédéric Thiriez au mois de décembre lors de votre intervention. Ah ouais. J'ai suivi ça en direct. Alors c'était particulier parce que moi ça fait longtemps que je suis parti du CAR et que bon, maintenant je suis dans ce beau pays qui est la Provence. Donc moi j'avais cette question, c'était qu'est-ce que vous entretenez comme relation avec le monde amateur? En fait, le monde amateur, je suis revenu à Romainville parce que le club s'est scindé, c'est-à-dire il y a le CAR et il y a le FC maintenant. Bon, ce que je suis en train de faire, c'est de les regrouper parce que c'est 250 licenciés et l'autre côté, il y a 350 à 400 licenciés. Donc, il vaut mieux regrouper tous ces jeunes-là et donner une formation adéquate à l'évolution. Le foot amateur, il est très important. Tout à l'heure, je disais que c'est grâce au foot amateur qu'on a tous ces
la Coupe d'Europe 93, le championnat d'Europe 84 déjà, la Coupe d'Europe 93, et puis jusqu'à la Coupe du Monde 98 et la Coupe du Monde 2018. Parce que j'ai vécu avec les premiers moments des centres de formation. Les premiers moments des centres de formation, dans les années 70, il y avait Saint-Étienne qui était une super équipe qui a joué la Coupe d'Europe en 76 à Glasgow. Ils ont perdu. Et il y a des éducateurs qui se sont réunis, Boulogne, Giroud, Suédo, Fauvergue, Ariba, tout ça se sont réunis en disant, bon voilà, nous on a une chance exceptionnelle d'avoir une mixité dans notre France à cause de la colonisation. On a des Africains, on a des Maghrébins, enfin, on a une multitude, on a des Polonais, on a des Italiens d'origine, on a la Corse, on a plein de choses où on a une vraie mixité. Et on n'arrive pas à avoir un jeu type français. À cause de ça, on a une richesse exceptionnelle. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler dans les centres de formation, on doit regrouper toutes ces richesses-là dans les centres de formation et faire à ce qu'on progresse avec notre richesse. Et notre richesse, c'est notre mixité. Le foot amateur a ça déjà à l'avance, c'est-à-dire de réunir la force de réunir toutes sortes de populations. Et c'est ça qui fait le football. Et pourquoi je me suis lancé dans la campagne avec Frédéric, c'est donner vraiment la place du foot amateur dans le clivage de la fédération. Je ne veux pas que ce soit les employés de la fédération qui dictent complètement leurs lois, parce que vous, les éducateurs, vous êtes les premiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre programme avec Frédéric Thérèse, notre programme, c'est le programme des éducateurs, des districts, des ligues et des clubs, parce que c'est eux qui vivent le football. Bien avant le Covid, il y avait des difficultés sur le foot amateur. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'avoir sur la liste de M. Le Gret, Keller ou Olas, etc. Non, ils étaient là depuis 8 ans. Et le foot amateur est en train de souffrir. Moi, je veux que ce soit les élus et les éducateurs qui puissent se rassembler et dicter le football français aujourd'hui, quoi, en gros. Voilà. J'ai été un peu long parce que, comme tu es de chez moi, et puis tu es un éducateur, je pense qu'il est très important de me soutenir par rapport à ça. Oui, c'était assez global parce qu'en fait, par rapport à Frédéric Thirier et votre intervention justement sur Romainville, on a parlé, j'ai eu écho d'un développement, notamment des quartiers difficiles. Est-ce que cette chose-là, c'est un plan qui est développé, ce qui est important pour nous, éducateurs, alors en Provence, mais de manière nationale, est-ce que c'est un plan qui est amené à se développer sur le plan national, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble plus à un partenariat comme l'OM Next Generation? Non, pas du tout. En fait, l'État va, pour notre économie qui est complètement par terre, l'État va débourser 100 milliards. C'est énorme, 100 milliards. Donc, nous, on s'est dit, on va faire comme dans le temps, il y a eu 1000 piscines. À l'époque, ils ont fait des piscines un peu partout, etc. Mais pourquoi pas faire 1000 terrains synthétiques pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes et surtout aux clubs d'avoir des équipements qui pourront accueillir les jeunes. Parce que je prends un exemple sur Marseille. Par exemple, Marseille, on dit c'est la ville du foot. Mais en termes d'équipement, c'est vétus, quoi. Marseille fait moins de licenciés par rapport à des villes qui sont moins passionnées du foot que nous. Pourquoi? À Marseille, on permet aux gens de faire des terrains de boules plus que des terrains de foot, quoi. Donc, nous, c'est la volonté des districts et c'est la volonté des ligues qui vont nous permettre à aller discuter avec l'État en disant le football est un vecteur très important dans le social, dans la mixité et dans la force
qu'on a aujourd'hui en France de regrouper tout le monde. Et voilà, quoi. Donc, c'est quelque chose qui va se faire sur le plan national, en gros. Je conclue là juste sur très très court. Je rebondis sur ce que vous dites. Donc je vous invite, une fois que vous serez passé au pied de Mirabeau, pour ne pas voler la vedette à la présidente, j'embrasse Lorenzo par la même occasion. Ok, il n'y a pas de problème. C'est de vous inviter à inaugurer un city sur Berlétan qui va être refait après les conditions sanitaires. Avec Voilà, plaisir. ça me fera, moi, personnellement plaisir et pour la commune et au nom du président et de monsieur le maire. Merci pour ces minutes accordées. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir aussi. Merci. On va essayer d'accélérer un peu. Il reste 5 questions. Donc, il y a l'AS Lançon ensuite, s'il vous plaît. Ossine, ton micro. C'est bon? C'est bon. Oui. Attendez, super. Bonsoir Basile, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, moi, j'étais suivi quand même pas mal de temps. J'avais été à Paris en 91. C'était triste. J'ai pas pu aller à Munich parce que il y a eu des problèmes familiaux et tout ça. Et bon, on a vu quand même pas mal de matchs et tout ça. C'est vrai que c'était des moments fabuleux. C'est vrai que là, maintenant, on est dans la difficulté. Mais bon, moi, ma question se porte plus sur la section féminine. Super. Parce que je m'occupe à Lançon de la section féminine. Il y a une vingtaine d'années, ils avaient quand même une bonne équipe. Là, pendant quelques années, il n'y avait plus d'équipe féminine. J'ai pu remettre ça en jeu, le faire développer. Et moi, la question, c'est comment toi ou des personnes sportifs de haut niveau peut promouvoir pour nous aider à faire évoluer les sections féminines, mais pas plutôt vers le bas, pour les attirer vers le haut. Exactement. Voilà, parce que nous avons pas mal de filles qui sont attirées par des joueurs masculins, professionnels, Cristiano Ronaldo, des grands joueurs, quoi, on va dire, comme toi, comme plusieurs. Mais il faudrait qu'on arrive à leur donner l'envie par rapport à la féminisation. Et peut-être, voilà. Ok, super question parce que dans le plan de Frédéric Thériez, dans le programme qu'on a fait, parce qu'on a été voir les gens comme toi et dans les districts et dans les petits clubs, etc., je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 200 000 licenciés en termes de football féminin. Je pense qu'on est très loin de l'Allemagne qui a 1 million, 1,5 million. On est très loin des autres pays, quoi. Et ce qu'il faut faire, c'est vulgariser le foot féminin. C'est d'apporter… Moi, je suis un fanat du foot féminin parce que je trouve ça beau et d'une élégance. Mais vraiment, moi, je suis partisan qu'on arrive à relever et à vulgariser. À Marseille, on a Louisa Nassim, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, elle est de mon quartier de la Busserie. Voilà. Une référente comme Louisa, elle peut prendre 1 heure de son temps, discuter avec les filles, donner l'envie. C'est-à-dire, au foot, il faut faire rêver. Hein. C'est comme le problème de l'arbitrage. L'arbitrage, il ne faut pas l'exploiter comme ça. C'est comme les filles. Les filles, il faut leur faire rêver. Les filles, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Surtout, pas spécialement aux professionnels, mais au foot amateur. Il faut apporter au football féminin en amateur. Donc, c'est des référentes comme Louisa, comme pas mal de filles qui pourront… on va les amener à aller dans toute la France et parler de ce sport qui est fantastique, quoi. Merci. Super. Merci. Je demande à Céline Scartino qui prenne la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boli. Bonsoir, Céline.
Bonsoir. Alors, deux choses. Vous avez répondu en partie à la question que je devais vous poser, mais je vais la poser quand même. Mais je vais vous raconter une anecdote concernant Bernard Tapie à l'OM. Quand à la mi-temps, pour la première mi-temps, vous n'étiez pas dans les clous, l'équipe, et que j'entendais la porte claquer, qui descendait dans les vestiaires et qui poussait sa gueulante. Ouais. Hein, j'espère que c'est un bon souvenir pour vous et ça en est un pour moi aussi. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je suis vice-présidente du club de foot qui a fait partir Zinedine à Cannes. Ah ouais, super. Voilà. Hein, voilà. Et je fais partie du district également, mais bon, ça c'est mon autre partie. Alors, la question que je vais vous poser, c'est quels sont vos projets pour l'avenir, et notamment avec la Fédération française de football? Ah, moi, je me suis lancé auprès de Frédéric Thiriez, qui a une expérience dans le foot, dans la ligue professionnelle, mais qui part du foot quand même amateur, parce qu'il était à la fédération. Pourquoi? Parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus, je vais vous dire, parce que j'ai tourné pendant 3 mois dans tous les districts, dans toutes les ligues, etc. Et j'ai vu la souffrance du foot amateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur dit, le coût des licences, par exemple, de dire, voilà, on vous donne ça, mais on le récupère avec la FAFA, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas 10 €, c'est 7 €. Et ça, c'est… Et le mépris que la fédération aujourd'hui a vis-à-vis des clubs amateurs. Parce qu'elle ne s'en occupe plus, soi-disant, on est champion du monde. Mais on est champion du monde, c'est à cause de vous, madame. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre passion, c'est grâce à vos envies, c'est grâce aux éducateurs. Et on est obligé de regarder Castès pour savoir si on va s'entraîner ou on ne va pas s'entraîner. La fédération française n'a fait aucune proposition à l'État. Elle est attentiste. Ce mobilisme me tracasse. Vous allez me dire, oui, mais tu es ambassadeur de l'OM, ça ne va pas aujourd'hui à l'OM. Oui, d'accord, ça ne va pas aujourd'hui à l'OM. Mais aujourd'hui, j'ai une ambition de pouvoir changer déjà les choses sur le plan national avec les amateurs. Et puis, l'OM viendra. L'OM, c'est là, c'est dans mon cœur. Voilà, dans ma tombe, il y aura l'OM, quoi. Donc, je pense qu'il est très important de travailler avec le foot amateur et surtout avec les districts. Et vous, par exemple, vous êtes du district de… District de Provence, je suis la responsable des compétitions. Voilà, je pense que c'est très important. Vous prenez, je suis sûr, 5 heures, 6 heures ou, je ne sais pas moi, 15 heures de votre temps par semaine pour pouvoir aller établir les compétitions, etc. etc. Donc, ça, je pense que je ne veux pas qu'on perde les bénévoles. Il faut changer, il faut que les bénévoles aient un statut du bénévolat. Ils en parlent depuis 40 ans. Tu vois. Donc, si nous, notre programme, il est fait par les districts, par les ligues. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas gêné quand je vois Olas, Keller, nanana, c'est les mêmes. C'est entre amis, ils se font des bisous, quoi. Je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne une place pour aller voir l'équipe de France féminine au Stade de France, ou je te donne ça. Non, ce qu'on a envie, c'est faire des vraies propositions et que le football soit au milieu socialement pour qu'on soit une image positive, quoi, en gros. Oui. Voilà. Ouais. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il faut donner aux bénévoles aussi la place qu'ils doivent avoir, parce que le temps, c'est vrai. L'amour. Bon, concernant Tapie, mais on est des gagneurs comme vous. Hein. Ah ben c'est bien. Concernant Tapie, c'était dans son caractère de venir en disant, mais voilà. Et on avait aussi un entraîneur qui était très malin quand Papy venait, qui gueulait comme ça, qui sortait. Et l'entraîneur, il disait, j'espère que vous ne l'avez pas écouté une fois. C'était un vieux très malin. Donc, l'autre, il venait, il foutait le bordel et tout et tout. Mais quelle belle période. Mais quelle belle période. Et alors, Goethals, il se retournait vers nous, il disait, j'espère que vous ne l'avez pas écouté une fois. Voilà, c'était beau. Céline, on est à un timing. Voilà, merci. Ça y est, c'est bon. Voilà.
Du coup, il reste 4 minutes. Donc, Mickaël, si tu veux bien poser ta question rapidement. Très rapidement, Basile, donc encore une fois, merci pour ta disponibilité ce soir. Tu évoquais tout à l'heure la souffrance que le foot amateur rencontre depuis plusieurs saisons. Je voulais savoir justement, dans le cadre de tes futurs projets, des rencontres que tu as pu faire avec des présidents ou dirigeants de clubs, de ligues, de districts, quels étaient les constats et les problématiques les plus importantes que tu avais pu dresser au sujet de la santé du football amateur? Premièrement, c'est aujourd'hui, il faut sortir le foot amateur. Donc, il faut un plan d'urgence. Et le plan d'urgence, on peut le faire maintenant. Voilà, ça, le plan d'urgence, il faut le faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi la fédération n'a pas pu le faire parce qu'elle a la possibilité de faire des prêts. Les autres fédérations l'ont fait, hein. Le tennis l'a fait, le basket l'a fait, le foot ne l'a pas fait. Voilà, donc il faut un vrai plan d'urgence du foot amateur. Deuxièmement, c'est la formation des arbitres. Il y a 3000 arbitres qui se sont barrés, quoi. Vous imaginez un peu? Le foot ne peut pas vivre sans arbitre. Il faut apporter, il faut que les arbitres soient dans la famille du foot. Il faut que les jeunes puissent arbitrer à la mi-temps, après les matchs, etc. Il faut leur donner aussi l'envie d'être arbitre, parce que sans arbitre, on ne peut pas jouer. Voilà, ça, la formation des arbitres et la formation des éducateurs. Un éducateur, c'est important qu'il soit amené à faire évoluer son équipe. Et le faire évoluer, c'est les stages avec des clubs pro aux alentours. C'est-à-dire que, par exemple, toi, dans ton club, il faut 2-3 heures pour que Villas-Boas, par exemple, puisse expliquer, même si les matchs sont... Voilà, il faut qu'il explique un peu le métier avec les éducateurs de la région. Pas un truc... ça se fait en Allemagne, ça se fait en Espagne. Donner du temps, donner de la volonté. Et puis, excusez-moi de vous dire ça, c'est la première fois qu'il y a une manifestation devant une fédération par rapport au racisme. Et ça, je peux vous dire que c'est cette déshumanisation-là, parce que le football, c'est le seul endroit où on accueille une mixité. La France, elle a une force. Vous savez, on parle de religion, de couleur de peau, etc. Mais en Coupe du Monde, en 2018, il y avait 2 juifs et 5 musulmans. Personne ne l'a su, quoi. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a cette force-là que les autres n'ont pas dans les autres pays, qu'ils essaient de faire. Et on ne peut pas sortir des choses que le président Le Gret a sorties, comme quoi il n'y a pas de racisme dans le foot. Ce n'est pas possible. C'est des choses qu'on essaie les éducateurs se battent, les arbitres se battent tous les week-ends, les conseillers, tout le monde en train de se battre pour que ce fléau soit repoussé le plus possible. On ne peut pas... Ça, c'est un travail de fond. Et moi, ça me donne encore envie de travailler avec vous, quoi, avec ces gens-là qui donnent leur passion, leur envie. Et voilà. Donc, il faut pas que ça vienne... Le mépris aussi, le mépris des bureaucrates parisiennes qui sont à la fédération par rapport au foot amateur, ça me fait rebondir, quoi, en gros. Super, merci. Voilà. Basile, moi j'avais une question, mais tu as répondu plus ou moins, c'était sur les infrastructures marseillaises au niveau du football. Toi qui voyages beaucoup, tu as vu ce qui se passait dans les autres régions. Ouais. Mais là Eric, je me fais l'ambassadeur du foot amateur marseillais auprès des élus. Parce que les élus, il faut qu'ils comprennent que le foot à Marseille, c'est aussi important que les joueurs de boules. Pardon, hein. Je joue de temps en temps au boules, mais il faut faire passer un message social et un message de rassembleur vis-à-vis des élus aujourd'hui qui pourront vraiment, parce que tout est vétus à Marseille. Tout est vétus. C'est les choses que Gaston Defferre a fait. Et à la moitié qui ne connaissent même pas Gaston Defferre. C'est-à-dire, il a construit des stades Gaston Defferre. Aujourd'hui, on joue sur ces terrains-là. Donc, moi, je me fais vraiment fort d'être l'avocat de tout le foot amateur
marseillais, quoi. Pardon aux autres régions, mais Marseille, comme c'est dans mon cœur. Donc, les élus, je vais pas les lâcher pour ça, quoi. Je te remercie, Basile. En tout cas, on te remercie pour ta disponibilité et ton accessibilité. Tu as vu, on a été au niveau timing parfait. Super. Je laisse la parole à notre président qui va conclure, Eric Schneider, et qui conclura l'entretien. Je te remercie, on te remercie tous. OK. Oui. Je peux... Pardon. Vas-y. Ouais, je voulais poser une question. Margot, tu penses que de faire ça une fois par semaine, vous m'avez donné une bonne idée là. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas très très bien au club, vous savez mieux que moi. Et le fait de ne pas être dans le stade et crier, sortir ces trucs, etc. Je sais que ça va être quelque chose de très très terrible si je propose ça à Jacques-Henri, mais je vais le proposer parce que les Marseillais ont envie de savoir, parce que les Marseillais aiment leur équipe, parce que les Marseillais sont des passionnés. Donc, je pense que je vais proposer un podcast comme ça ou un truc en direct, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une très bonne idée. C'est super. OK, génial. Merci à vous, merci Michael, merci. Attends, tiens, Eric Schneider qui va conclure. OK, d'accord, super, Eric. Bon, Basile. Ah, salut Eric. Tu sais quoi? Ce qui me fait sourire, parce que bon, d'abord, tu as un visage extraordinaire, mais ce qui me fait sourire, d'abord, on sait tous autour de l'écran là, que tu as été un très, très, très grand joueur. Pas un bon joueur, un très grand joueur. Par contre, où je suis agréablement surpris, et Michael ou Eric vont le confirmer, c'est qu'en plus de ça, maintenant, tu es devenu un très, très bon droiteur. Je commence à être jaloux de toi. Je vais te dire pourquoi. Je suis président, comme tu le sais, depuis 4 mois. Et puis, je regarde, parce que je m'intéresse à toi, et tu le sais pourquoi, avec mon équipe. Et je regarde les réseaux sociaux, je regarde un peu ta carrière, je regarde les journaux. Écoute, Basile, je vais te le dire. Pourquoi je suis jaloux? Alors, à part qu'on n'a pas trop de cheveux tous les deux. Donc. Mais après le reste, je ne vois pas une seule écriture, un seul mot, une seule empreinte désagréable à ton encontre. Et je me dis, le mec, où c'est sa bouille d'enfant jovial qui fait plaisir? Mais là aussi, ce soir, tu as fait guichet fermé. On a eu des demandes, tu ne peux même pas t'imaginer, des questions à en perdre. Je suis jaloux. Je t'aime fort. Mais moi aussi. Maintenant, je croise les doigts pour ce que tu sais. On se revoit mercredi avec Eric au district. Avec plaisir. Tu sais qu'on est avec toi et je vais te remercier au nom du district de Provence, de son comité directeur, de les gens qui ont participé. Regarde, Basile, on est ensemble depuis 1 heure et 4 minutes et je suis convaincu que tout le monde autour de l'écran serait capable de continuer à te poser des questions parce que tu es devenu vraiment un grand orateur. Je te félicite. Tu auras une mission, tu le sais, et tu es dans la grande ligne de conduite de ce qu'on apprécie. Mille merci. Merci à vous, je vous embrasse. Merci Margot, merci Michael, merci Eric. Merci à toi, Basile. À bientôt. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci, au revoir. C'est une bonne idée. Ciao. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Ouais, j'ai fini.